Bonjour, bonjour Robert, et bien sûr à tous nos auditeurs et auditrices. Jonathan Beaulieu-Cyr, bonjour et bienvenue à Derrière l'image. Très content de te recevoir pour parler de ton second long métrage. On t'avait reçu pour discuter de MacDoug Labine, co-réalisé avec Renaud Lessard. Et là, tu reviens avec une œuvre ouvertement autobiographique, c'est dès le premier carton et le dernier, sur le quotidien d'une famille militaire de Valcartier au début des années 2000, à quelques semaines du départ d'un père, Joël, qui s'en va en Afghanistan. C'est ton histoire. C'est dur de raconter son histoire à l'écran avec ses parents. J'ai lu à quelque part que ça avait pris quelques années avant que tu puisses faire le tour de la question, puis trouver un angle, on va en revenir tantôt, mais trouver un angle qui finalement te permettait de te sentir à l'aise avec cette histoire-là, confortable. Oui, ça a pris du temps avant de trouver la bonne façon d'aborder ce pan-là de mon histoire personnelle qui a été très difficile. Ça a été très, très marquant dans ma vie. Puis ça a amené beaucoup d'enjeux de santé mentale. J'ai beaucoup souffert là-dedans, ma famille. Puis j'ai voulu raconter mon vécu, comme tous les artistes un peu à un certain moment. J'ai voulu raconter quelque chose que j'avais vécu, c'est-à-dire être le fils d'un militaire canadien. Puis ça a pris du temps avant que je me rende compte que l'après-Afghanistan, pour moi, c'était trop difficile à raconter. Je voyais pas beaucoup de lumière là-dedans. L'après-Afghanistan, c'est une histoire assez triste que je pense qu'on a déjà vue en plus. J'avais pas envie de montrer le PTSD à l'écran. Je trouve que c'est quelque chose dans les films militaires, dans les films d'armée, qui était quand même assez exploité puis qui me rend toujours mal à l'aise. Donc j'avais envie de m'intéresser à l'avant, juste avant que ça change, avant que les familles de militaires on comprenne que notre parent est dans l'armée, il peut mourir. Il va pas juste aider puis distribuer de la nourriture à des civils, il va faire la guerre là, pour de vrai. Puis ça pour nous c'était complètement nouveau. Là. C'était à peu près 50 ans de vernis pacifique sur l'armée canadienne où on avait l'impression qu'on était pacifique puis qu'on participait pas au conflit. C'était évidemment c'était faux, mais en même temps c'était un vernis qui était assez solide que nous les familles de militaires on y croyait. À preuve, mon père a été en Bosnie 3 fois. Ça a été super difficile pour lui, il a vu des choses très très difficiles, mais moi ça m'a pas impacté parce que moi mon père je savais qu'il allait revenir. Je m'ennuyais de lui, mais je savais qu'il allait revenir. Il n'y avait pas la notion du tout de il pourrait ne pas revenir. Puis quand on commence à vivre ça, pourquoi, quand on se pose la question, est-ce qu'il va revenir? Ben là, on se demande pourquoi est-ce que je doute? Pourquoi est-ce qu'il risque sa vie? Puis là, on commence à réfléchir, on commence à critiquer. Et c'est un projet que tu portais en toi depuis longtemps. Tu avais le goût de régler ça, si je puis dire, en faisant un film. Oui, j'avais envie de régler ça en faisant une histoire. Puis je l'ai écrit sous forme plus littéraire au départ. Puis ensuite sous une forme de scénario. Puis là, j'ai été financé au développement SODEC, jeune créateur, création émergente. Puis là, j'ai écrit le scénario en me disant je veux réaliser le film si on m'en donne l'opportunité. Puis on m'a donné l'opportunité de le faire. Je l'ai fait. C'est particulier avec une histoire aussi personnelle parce que pour moi, je pense que le film, à la dernière journée de tournage, il était fini. Ça a été dur de le monter, ça a été très très dur parce que pour moi, le film était fini, c'était tellement épuisant émotivement. J'étais déjà dans ailleurs. Oui, j'avais déjà traversé le long corridor. Je pose une question presque indiscrète, mais est-ce que tes parents ont été associés à cette entreprise-là? Oui, d'une certaine manière, dans le sens où je leur ai jamais fait lire le scénario, donc quand ils ont vu le film, ils l'ont vraiment découvert, parce que j'avais envie de faire à l'abri de leur regard, qui, même si bienveillant, peut m'influencer. Donc
Donc, non, ils n'étaient pas impliqués, mais ils ont été impliqués sur le tournage. Mon père aidait à faire fonctionner les génératrices, puis en tant qu'ancien militaire, il était bon là-dedans. Il était bon pour gérer les camions. Et tantôt, je te mentionnais, pour moi, c'est la grâce, puis un mot qui est revenu pendant la projection, c'est la fragilité de ce film-là, parce que tu t'intéresses au quotidien, hein, à l'avant, et à travers les yeux de Jacob, qui a 14 ans. Et là, bien sûr, aujourd'hui, tu peux arriver à voir un certain discours très rationnel, hein, sur la place ou non du Canada, bon, dans cette sphère géopolitique, mais le film, oui, porte déjà l'embryon de ce questionnement-là, mais porte aussi, je veux dire, cet amour que ce jeune de Jacob, à 14 ans, en transformation, recherche à travers à la fois sa mère, puis à travers son père. Et c'est là la force du film, pour moi. C'est qu'il est comme en 3 zones, entre guillemets, ce jeune. Et c'est pas évident de filmer le quotidien, de rendre leur vie, je veux dire, agréable, hein, parce qu'ils vivent dans un bungalow bien ordinaire de Valcartier, de Québec. Et tu réussis. Tu réussis, je veux dire, à donner une âme au quotidien. Merci, parce que c'est vraiment le défi que je me suis donné. C'était de justement filmer un bungalow ordinaire, une classe ouvrière en périphérie de la base militaire de Valcartier, puis dans des scènes de chambre à coucher. Pour la plupart du film, c'est des scènes d'intimité. Là, on est dans un salon, on est dans une chambre à coucher, on est dans le cour en arrière. On est toujours avec le point de vue de Jacob sur ce qui se passe. Ouais. D'ailleurs, c'est-tu un accident qui s'appelle Jacob ou tu as délibérément choisi ce prénom-là? Oui, je pense que c'est venu naturellement, mais je pense que... Ça ressemble à Jonathan. Ça ressemble à Jonathan, Jacob. Oui. Puis Michel, Joël, mes parents partagent aussi une rime. Lucie, Daniel, Michel, Joël. J'ai pas tant d'imagination que ça. Non, mais je veux dire, un spécialiste de la Bible pourrait poser toutes sortes de cols. Jacob, c'est une charge biblique très, très lourde. C'est un personnage qui a un regard, justement. Alors là, je me disais, bon, est-ce que tu es allé chercher aussi loin que ça? Non, mais assurément, le nom m'est venu spontanément. Fait que c'est peut-être un inconscient. C'est un inconscient riche. Ouais. Il y a une chose qui nous a frappé tous les deux quand on a vu le film sur grand écran, c'est le travail de ta chef-op. Je trouve que c'est formidable. Tu sais, vous parliez à l'instant du quotidien, mais c'est pas un quotidien naturiste. Je veux dire, il y a toujours une volonté de styliser les choses. Les éclairages, moi je trouve que c'est formidable comment les éclairages sont pas naturels. Ils sont souvent, vous allez chercher des clairs obscurs alors que ça pourrait être éclairé de façon très clean. Et ça donne au film justement un ton, justement à cause de ce qui préoccupe l'enfant. Son regard n'est pas neutre sur ce qui se passe dans sa vie à ce moment-là. Et je trouve que le travail de la chef-op traduit tellement bien ça. Ariane Falardeau, c'est elle qui a fait Mad Dog la ville. Oui, c'est elle qui était sur Mad Dog déjà. Exact. Puis, donc, c'est quelqu'un avec qui je collabore depuis longtemps. On a une collaboration très riche. Elle fait d'autres projets, évidemment. Mais notre collaboration, je pense qu'elle est très riche. On a vraiment développé ensemble cette signature-là qu'on voulait pour le film, en se basant sur nos images d'archives de cette époque-là, en regardant beaucoup de films très, très nichés de cette période-là aussi. Puis on avait envie d'un traitement qui nous amène du côté du souvenir rêvé, parce que je savais que mon scénario était très réaliste. C'était une histoire vraie, c'est top de faire plus réel que ça. C'est des dialogues que j'ai déjà entendus, c'est des scènes que j'ai déjà vécues. Donc je savais que ça allait être réaliste et crédible comme point de vue sur la réalité des familles de militaires. Mais je voulais pas que ce soit justement naturaliste. Je voulais pas qu'on soit dans une espèce de quelque chose d'épuré, puis de très... Ça aurait peut-être amené quelque chose de sévère au film, que je voulais pas. Je voulais, tant qu'à revivre les scènes, au moins les revivre avec de la poésie, puis
les éclairages un peu plus soignés, puis magnifiés. Ouais. J'ai une certaine forme de mélancolie, Ouais. peut-être aussi, qui peut s'installer. Mais oui, tu mentionnes ça, mais il y a aussi l'organisation, je veux dire, de ces éclairages au niveau du montage. Parce que souvent, on passe, tu mentionnais, hein, tu voulais un film lumineux. Hein, ben, minimalement, s'intéresser à la partie où il y a encore une relation possible avec ton père, parce que la relation, à ce moment-là, de Jacob avec sa mère, je dirais, est très fraternelle. Mais il y a aussi ce passage vers le côté où on se pose des questions, passage où on commence à voir broyer du noir, disons de cette façon-là. Puis, constamment dans le film, et ça m'avait moins frappé lors de la première projection, mais la deuxième, je veux dire, même à l'intérieur de la maison de jour, on filme en contre-jour, en clair-obscur, et là, par la suite, on passe à la lumière. Fait que ce jeu d'ombre et de lumière est constant au niveau du montage. Oui. Là encore, Paul Chotel, les mêmes collaborateurs que Matt de Glabine, avec qui on travaille beaucoup, Ariane, Paul, Omar et moi, on collabore souvent à différents niveaux. Là. Moi, j'ai écrit avec Omar et Paul un film que Omar a réalisé, à Berlin il y a quelques années. Ariane était directrice de production là-dessus. Donc, tu sais, c'est vraiment... Petit groupe d'amis, là. Oui. Exact. On est peut-être nostalgique d'époque où les gens faisaient ça en groupe, ou collectif. C'est pas notre cas, mais on a quand même un peu cette touche-là. On est des amis. Puis, mais sur le plan du travail de l'image, le plan d'ouverture de ce point de vue-là, c'est formidable parce que on ne sait pas qu'est-ce qu'on voit. Ouais. On va comprendre une demi-heure plus tard que c'est le terrain de foot la nuit sous un orage. Mais d'avoir utilisé cette image-là pour nous annoncer justement la période nuageuse que la famille affronte, c'est formidable. Ça crée pour le spectateur justement le climat nécessaire à être disponible pour se faire raconter une histoire. C'est un très bon exemple de comment notre collaboration à ces gens-là que j'ai nommés, elle se tisse. Parce que cette scène-là, visuellement, pour moi, dans ma tête, c'était très clair que je voulais commencer, puis là, on voit le terrain de soccer. Puis on ne sait pas encore que ça va être le terrain de soccer qu'on va voir plus tard. Mais... Enfin, qui appelle le titre, hein, on ne veut pas tout dire, là, mais Phoenix est comme associé à cette équipe de soccer, là, ce lien entre le père et le fils. Là. Mais Ariane a amené toute la façon de le filmer de manière fantomatique. Parce que là, on voit un terrain de soccer, puis on se dit, mon Dieu, j'ai jamais regardé un terrain de soccer de cette manière-là. Ça peut être banal, le terrain de soccer, mais là, la manière dont Ariane le regarde, subitement, on est dans non, ça pourrait être le début d'un thriller avec un cadavre qui traîne sous la pluie, tant qu'à faire. Oui, exact. Puis cette séquence de montage-là, Paul et Omar ont beaucoup travaillé aussi. Non, mais c'est impeccable comme ouverture. Moi, je voulais qu'on parle du travail des comédiens parce que c'est un premier film, c'est un film tellement différent de Mad Dog Labine, avec des exigences bien différentes. Là, tu avais surtout la comédienne qui a tout de même une carrière importante derrière elle. C'est une vraie professionnelle. Je connaissais pas le comédien, mais il est formidable. Il incarne ton père très bien. Puis le petit gars, il a une présence formidable. C'est un vrai défi pour toi, ça. Tu étais à l'aise. Comment tu as travaillé avec ces gens-là? Vous avez répété beaucoup avant de tourner? Non, on n'a pas eu la chance de pouvoir répéter beaucoup. C'était un petit budget, vraiment tout petit budget, mais comparé à Mad Dog Labine, c'était immense. C'était plus confortable. Oui, parce que Mad Dog, il y avait beaucoup d'improvisation, je pense, dans le film. Hein? Beaucoup d'improvisation, c'était une caméra documentaire. Il n'y avait pas d'éclairage artificiel. On tournait un peu dogme. C'était très punk comme façon de faire. Là, on avait la chance d'avoir un peu de budget, donc on pouvait payer les gens, on pouvait quand même se payer une caméra minimum professionnelle. Puis j'ai appris tellement de choses en tant que réalisateur là-dessus, parce que moi, j'ai jamais réalisé de publicité ou de vidéoclip ou de télé. Moi, c'est vraiment, je fais du cinéma, je produis aussi, j'écris, puis c'est vraiment très cinéma ce que je fais. Puis j'avais jamais été mis dans cette position-là. Je savais pas, par exemple, que selon les conventions, en tant que réalisateur, je ne peux pas parler aux figurants, sinon ça crée un peu de combat.
toutes ces petites affaires-là, je comprends pas les horaires de tournage des fois, comment on divise ça, l'actrice, donc, d'apprendre à réaliser avec des moyens et des paramètres de l'industrie du cinéma québécois, c'était nouveau pour moi, parce que ce que j'avais fait avant, c'était underground. Puis là, on n'était plus dans l'underground. On n'est pas non plus... c'est pas du Émile Gaudreau, là, on n'a pas des gros moyens, mais on n'est quand même pas dans l'underground. Fait que c'était nouveau d'apprendre à travailler avec ça, puis je me suis trouvé chanceux d'être extrêmement bien entouré parce que les comédiens, comédiennes que tu nommes sont extraordinaires, d'une grande générosité. J'ai pas senti du tout le poids, mettons, de l'appareil de tournage. On était vraiment dans une démarche qui était quand même très, très, très artisanale puis familiale. C'est important pour moi. Mais c'est intéressant que tu regardes avec Magda Labine, parce que oui, dans ce cas ici, le film est beaucoup plus écrit, mais le jeu des comédiens est tellement naturel, tellement juste qu'on a l'impression presque d'être dans un documentaire dans certaines scènes. Tu sais, cette relation que ce fils a avec sa mère, que ça soit, puis c'est une scène banale, là, parce que bien sûr, elle veut retourner aux études, elle aussi, elle a peur que son mari ne revienne pas, puis elle se pourrait prendre une deuxième carrière en tant que futur psychologue, et là, poser des questions à son enfant et tout. On a tous vécu ça, mais il y a quelque chose, il y a une grâce, hein, il y a un jeu très, très naturel qui fait qu'on y croit. Hein? Et ce petit quotidien-là, ben, un peu comme une courte pointe, prend forme, puis on se dit, ah ben c'est ça leur univers. Mais ça, pour moi, c'est dangereux. Parce que si on est juste un petit peu à côté, ça paraît faux, et là, le film n'existe plus. Absolument. Je pense que c'est... J'ai été chanceux d'avoir des comédiens aussi talentueuses. Oui, mais Askel Leblanc, il est tout jeune, hein? 16 ans, hein? Puis il est génial, puis ça. Oui, parce qu'il est troublant, ce garçon-là. C'est un génie extraordinaire. J'ai donné des cours de baseball à 8 ans. Oui! Oui, c'est ça. Les scènes, notamment les scènes d'intimité avec sa mère, c'est des scènes très, très troublantes parce que l'émotion qui s'en dégage, puis la complicité qui est derrière leur intimité, c'est quelque chose de très troublant. Puis on a l'impression que c'est vrai. Oui, toujours. Mais il est naturel, hein, Askel? Il avait déjà joué. Il avait déjà joué un petit peu au théâtre, puis dans des petits projets. C'était son plus gros projet à date. Mais il continue, puis il faut l'appeler. Il est extraordinaire. Dans le film, il est extraordinaire, je pense, mais dans toutes les prises qu'on a pas choisies parce qu'il fallait faire des choix, il est extraordinaire. Il est toujours juste. Parce que oui, c'est facile de jouer, j'ai le bon garçon avec la mère, mais parfois c'est un peu plus difficile de jouer pas le vilain, mais dans un certain sens avec son père, parce que sans que tu l'écorches ton père, je veux dire, la représentation que tu fais, je veux dire, reste qu'on sent un point de vue critique. Hein. Je veux dire, Jacob lui dit pourquoi tu ne viens pas déserteur, c'est quoi l'idée d'aller courir comme un malade peut être incapable de marcher. Puis il y a des répliques à son père, puis là encore là, il est toujours juste. Hein. On croit, je veux dire, quand il remet son père à sa place et tout. Et c'est pas. C'est peut-être un talent naturel, mais c'est pas facile d'aller trouver cette justesse-là. Tu le sentais sur le tournage que ce qu'il te donnait, c'était exactement ce que tu voulais, que tu te retrouvais presque à travers ses répliques, parce que c'est ton histoire, indirectement, que tu avais l'impression d'être toi-même, entre guillemets, par procuration. C'est vraiment impressionnant, ce qu'ils ont réussi à faire. Pour moi, je remettais en scène des souvenirs, puis il l'interprétait avec tellement de justesse, tu sais, je pouvais pas m'empêcher parfois d'avoir de la difficulté à réaliser la scène parce que j'étais pas émotif. Puis après, toute mon équipe a complètement accueilli ça, puis je pouvais pleurer puis réaliser quand même pendant la scène, tu sais, mais c'était tellement vrai ce qu'ils vivaient, et c'était tellement juste, tellement bon, que pour moi qui ai déjà vécu ces scènes-là pour de vrai, on dirait que je trouvais ça encore meilleur que la première fois. Et c'était très écrit aussi, des moments, c'était une mise en situation, tu leur disais, à ce moment-là, mon père
repoussé? Comment est-ce que vous allez vivre ça? Ou... Ben, moi, c'est quelque chose que... Ça, c'est un de mes grands intérêts dans faire du cinéma, c'est de jouer avec tout ça. Dans Mad Dog, c'est très apparent. On jouait beaucoup avec ça parce qu'on allait dans du documentaire pur, puis dans de la fiction pure, puis à peu près dans toutes les zones qui existent entre les deux. Mais là, dans Phoenix, on est vraiment plus du côté de la fiction. Sauf qu'on se base sur du documentaire. J'ai des images d'archives, j'ai des scènes, j'ai des gens. Aussi, mes parents, quand ils sont venus sur le plateau, je calculais quand même les moments où ils sont venus pour qu'ils viennent à des moments où mes comédiens allaient être impactés par leur présence. Oui. Quand je donne des libertés aux comédiens, aux comédiennes, je le fais avec intention. Je leur dis pas juste remplissez du temps. J'ai de l'intention. Donc, par exemple, il y a des moments où j'ai des petits jokers aussi dans mes poches. Puis je sors un joker, puis là je suis comme ok, ben tu vas chanter une chanson. Puis il y a des petites surprises comme ça que je réservais aux comédiens, aux comédiennes. Puis je les amenais sur le terrain de l'inattendu. Et parce que effectivement, le film nous présente 3 points de vue, on pourrait dire. Le point de vue, bien sûr, de Jacob, de la mère et du père. Puis on a parlé beaucoup de cette relation familiale. Mais à côté de ça, il y a le groupe aussi des militaires. On en a moins parlé. Le père est beaucoup plus à l'aise avec ce groupe-là. Puis, sans tout dire dans ton film, ben, il y a l'esprit d'équipe. Puis ça, l'esprit d'équipe, c'est important. Il le transpose avec son équipe de soccer, mais fondamentalement, ça vient de son rapport qu'il a avec l'armée. Et ce groupe, ces gens-là, c'est un groupe. Et là, même au niveau du tournage, on est dans, tu parlais de documentaire, mais on est dans 2 zones totalement différentes parce que c'est facile de faire un gros plan sur les personnages qui parlent, mais le groupe, pour le faire vivre, pour le recréer finalement ce non-verbal avec très peu de mots, c'est pas évident. Et je trouve que tu réussis bien, je veux dire, à sortir parfois de scènes psychologiques très, très fines pour nous amener dans un univers où là, on est 5, 6, 7, 15 personnages, mais qui semblent vivre également. C'est quelque chose qui est primordial pour moi. Je pense que je l'ai compris avec Phoenix, mais je réalise sans moniteur. Moi, je réalise accroupi à côté de la directrice photo. J'aime ça, faire l'expérience en tant que réalisateur de la scène. Mais pour moi, s'il y a quelqu'un qui est faux dans le background, au deuxième plan, je le sens tout de suite, ça paraît. Je pense que aussi la manière dont je réalise invite à quelque chose de plus vrai, parce que je suis pas dans l'autre pièce à côté d'un gros moniteur en train de crier bouge la lampe, là, tu sais. Fait que je suis vraiment là avec eux. Puis j'aime bien, tu sais, j'aime ça quand j'ai besoin qu'on me fasse confiance. Parce que j'ai besoin de pouvoir jouer avec les comédiens et les comédiennes. Je calcule beaucoup ce que je leur dis, ce que je leur apporte, je leur donne des petits gestes, je leur donne des grosses descriptions de personnages aussi. Même le groupe de soldats, ils avaient tous un grade, un historique. C'était tout très clair pour eux, même s'ils n'ont pas une grosse partition dans le film. Ils savaient d'où ils venaient, ils savaient c'était quoi leur dynamique en groupe. Puis ils savaient c'était quoi donc les failles dans ce groupe-là. On y croit au groupe. D'ailleurs, quand ils prennent leur repas ensemble avec le sous-histoire, je veux dire, on sent... Mais il y a un autre groupe dont on n'a pas parlé du tout qui est plus discret, c'est les femmes des soldats. C'est un vrai groupe dans le film. Puis là, il y a une complicité entre elles qu'on peut très bien imaginer parce qu'elles sont soumises toutes aux mêmes pressions. Avec des enfants, elles vont se retrouver mères au foyer là, dans quelques jours. Et ce groupe-là, il est très, très présent aussi. C'est vraiment une des forces plus discrètes dans le film, mais pour moi, c'était hyper important de montrer ça parce que moi, je l'ai tellement vécu, ces femmes-là qui doivent envisager l'horrible, de perdre, puis non seulement de perdre l'amour de leur vie, ou leur mari, ou leur chum, mais de perdre le père de leurs enfants, de se ramasser monoparental. C'est souvent des personnes qui doivent faire des sacrifices dans leur vie personnelle et professionnelle pour supporter la famille, parce qu'ils sont monoparentales la plupart du temps, parce que ton chum, ta blonde militaire, elle fait tout partie. Donc,
moi, c'est important pour moi de montrer ça. Puis je trouve que Rosemary Savard, entre autres, qui joue la meilleure amie de Evelyne Brochu. Là. Oui, il y a une scène en tête-à-tête entre les deux, là, où c'est tellement clair ce qui leur pend au-dessus de la tête. Là, elles sont complètement déchirées par ce qui s'en vient. Mais elles doivent rester solides tout de même. Elles ne peuvent pas casser en deux, puis pleurer, puis se vider le cœur de leur angoisse, parce qu'elles doivent rester solides pour leurs enfants. Elles doivent croire que tout va bien aller, ça va être correct, mais c'est parfois plus difficile. Puis, fait que pour moi, ça, c'était hyper important. Puis, justement, Evelyne et Rosemary, les deux comédiennes, ont développé une véritable amitié très forte pendant le tournage. Puis, je l'ai un peu encouragée aussi. Puis, pour moi, c'était hyper important. C'est super important, ça. Puis, le groupe de soldats, je l'ai beaucoup travaillé aussi pour qu'ils sentent qu'ils se comprennent, ils comprennent que c'est quoi leurs implications. Mais on a l'impression que c'est des vrais soldats. On ne veut pas tout dire parce qu'il y a une scène finale qui est magnifique, où quand Sauvé arrive avec son bateau. Hein? Et là, il y a une coche qui se pète littéralement. Et c'est drôle, on regardait ça. Puis pour la deuxième fois, puis je la connaissais cette scène-là, mais je dis, ils ont l'air des soldats. La réaction, même si je dis, allez... On a fait le pendant au karaoké. Le karaoké, c'est cool. Ouais. On rit du gars qui se prétend chanteur, mais là, c'est plus drôle du tout. Les gars ont besoin de se défoncer une dernière fois parce qu'ils ont tous la trouille, c'est assez clair à ce moment-là. Mais tu as vécu ça quand tu étais jeune? Tu avais ces yeux du petit garçon là, qui voyait cette peur-là. Tu te rappelles des scènes? Je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais tu te rappelles des scènes là, où là, oui, on pète une coche, mais je comprends pas pourquoi. Mais c'est après coup, tu dis, OK, ils s'en vont, je veux dire, peut-être à la morgue. Là. Pour moi, puis j'avais cet âge-là. Tu sais, j'avais l'âge où on comprend, mais on a besoin de... En fait, on ressent, mais on a besoin de comprendre. Fait qu'on cherche à comprendre, on se pose des questions, puis on investigue. Puis j'étais vraiment le plus vieux de toute cette génération-là d'enfants. Je gardais les enfants des autres militaires. Tu sais, je changeais leur couche. Donc, j'étais un peu entre les deux. Donc, je pense que cette génération-là de soldats ne s'empêchait pas de dire des choses, vu que les enfants ne comprenaient pas. Puis il y avait juste moi qui était là, puis qui est peut-être que je comprends, mais... donc, ils ne s'empêchaient pas. J'ai capté un peu tout ça. Puis, cette scène-là, par exemple, elle n'est pas arrivée exactement comme ça. C'est un amalgame de comme, certains éléments. Mais... oui, j'ai vécu ces tensions-là. Hugo nous fait des gros yeux. Là. Merci beaucoup, Jonathan Beaulieu-Cyr. On rappelle que le film a déjà pris l'affiche. 38 salles que je voyais à quelque part. Tantôt, tu disais là, qu'on n'était pas dans une super production québécoise, mais déjà d'avoir réussi... super distribution. Il faut absolument aller voir Phoenix. C'est un film avec beaucoup de finesse psychologique et ça a l'air facile, mais c'est pas toujours le cas. Très touchant. Merci beaucoup, Jonathan Beaulieu-Cyr. Merci, Jonathan.